Bonsoir, cher public, fidèle à nos webinaires. Depuis ces situations sanitaires assez pénibles, mais quand même, ça nous a permis de développer un moyen de communication très diffuse. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir un ami, tout d'abord, un grand professeur, un grand connaisseur du monde arabe, des religions monothéiques et surtout aussi du Liban, d'où on a choisi le titre de cette soirée, qui est un titre un peu très large, Où va le Liban? Depuis plus d'un an, le Liban traverse l'une des pires crises économiques, politiques et sociales de son histoire. En pleine pandémie de Covid-19, la dépréciation de la livre libanaise, l'explosion de la pauvreté et du chômage, l'érosion du pouvoir d'achat et une précarisation de toute la population libanaise provoquent colère et désespoir au pays du Cèdre, alors que ceux qui le pouvaient ont déjà pris le chemin de l'exode. Le gouvernement libanais démissionnaire se montre toujours aussi incapable de proposer un plan de sauvetage pour sortir le pays de son impasse. Dans ce webinaire, Joseph Maïla revient sur les causes de cette situation catastrophique et tente une prospection pour l'avenir du Liban. Notre cher Joseph Maïla, il est docteur en philosophie et en sciences sociales, lauréat de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est l'ancien directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères et ancien recteur de l'Institut catholique de Paris. Il a été consultant de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie sur les questions de médiation et de prévention des conflits. Il est actuellement professeur de géopolitique à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Bien entendu, M. Maïla, il est l'un ou le spécialiste du TAF. Je pense qu'on va avoir ce sujet à plusieurs reprises dans notre soirée. Merci beaucoup, cher ami, pour le temps que tu nous consacres. Le Liban, avec tout ce qui se passe ces derniers mois, avec aussi le début d'une révolte ou d'une contestation populaire, surtout de la jeunesse libanaise, avec la pandémie, avec l'explosion de 4 août, malheureusement, qui a causé la mort de plus que 200 Libanais et Libanaises, les impacts de cet, j'allais dire attentat, mais c'est presque, sont toujours visibles et vécus quotidiennement par les habitants de Beyrouth et voire même de l'ensemble du pays. Ce soir, je t'impose un exercice assez difficile, c'est d'essayer de nous donner, ou de donner surtout à nos chers Libanaises et Libanais, un peu d'espoir ou une analyse qui permettra chacun et chacune de voir un peu où on va. Peut-être hier, pour rassurer notre cher public, hier j'annonçais dans notre débat avec Bertrand Badi, j'annonçais le débat de ce soir. Quand j'ai prononcé l'intitulé « Où va le Liban ?», il m'a dit « Bientôt vous allez proposer Où va la France ?» C'est pas moi qui. Non, 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 mais c'est-à-dire nous, bientôt, on va s'intéresser. C'est pour rassurer nos chers amis libanais que le Liban, il n'est pas seulement lui en crise et presque dans l'impasse. Merci beaucoup, Salam. Merci de cette invitation. De ta part, je suis extrêmement honoré. Je voudrais aussi saluer Isabelle et vous dire combien je suis véritablement heureux de participer à ce séminaire. C'est vrai que la question est une question piège. Je ne sais pas où va le Liban, mais ma nièce, quand elle a vu l'intitulé du sujet, m'a dit « il va nulle part ».
Et c'est cette impression effectivement d'immobilisme sur laquelle je voudrais revenir, parce qu'effectivement, il y a un fond qui n'est pas un fond d'optimisme, hein, qui, quand on envisage la question libanaise. Ce que je vais envisager en toute clarté, en toute clarté j'espère, mais en toute franchise très certainement, pour ne pas se cacher derrière notre doigt et essayer d'occulter les réalités. Mais Salam, tu me permettras, parce que ce jour ce jour-ci de webinaire est un jour quand même exceptionnel pour le Liban, puisque c'est un jour de commémoration de la fin de l'occupation israélienne du Liban. Et c'est vrai que c'est un jour qui prête à réfléchir, hein. Je ne vais pas faire un discours patriotique là-dessus, ce n'est pas le sujet ce n'est pas mon propos, mais je crois qu'il y a quelque chose à dire quand il s'agit d'une date comme celle-là. Pour moi, c'est une date symbole et c'est une date exemple, hein, parce que le Liban qui arrive de lui-même à libérer le territoire du sud libanais à cette époque qui était occupé par Israël, c'est au fond non pas l'histoire d'une libération, mais l'histoire de toutes les libérations. C'est-à-dire que le Liban a été à un moment donné sous l'emprise totale de l'Organisation de libération palestinienne, qui avait établi un quasi-État qu'on appelait, pour les plus jeunes ou pour les plus vieux d'entre nous, le Fatahland, par exemple. Et cette occupation s'est étendue ensuite et elle est véritablement arrivée à son terme, et l'OLP comme institution politique, politico-militaire, n'exerce plus cette emprise sur le territoire libanais. 2005, nous avons eu le départ de l'armée syrienne aussi. Et aujourd'hui, sous une très forte influence iranienne, puisque le sud du Liban est un front militaire d'un pays qui n'est pas le Liban, mais un front militaire pour l'Iran, nous avons à faire face aussi à une présence massive, bien que traduite par un bras armé qui est lui libanais. Mais l'idée n'est pas là. L'idée, c'est que finalement, le peuple libanais est arrivé par lui-même à recouvrer sa liberté, bien qu'elle ne soit pas aujourd'hui, qu'elle soit encore hypothéquée aujourd'hui. Il l'a fait tout seul. Et le paradoxe, Salam, quand on réfléchit à la question du Liban, il y avait un terme dans les années 60, 80, 90 qui était libanisation. Et on disait, bah, écoutez, la Yougoslavie, c'est la libanisation, tel pays va éclater, la Centrafrique se libanise, etc. C'est devenu un terme assez galvaudé, bien qu'un terme de science politique à un moment donné. Et je constate aujourd'hui que de tous les pays de la région, le seul qui est libanisé, c'est le Liban. Quand on regarde autour de nous, la Jordanie a perdu une partie de son territoire, la Syrie est un pays où existent plusieurs forces étrangères et elle est partitionnée de fait, le Yémen est un pays qui est occupé, je ne sais pas quel est l'avenir de l'Irak, on pourra en discuter un jour avec un grand point d'interrogation, et le seul pays qui est resté dans ses frontières, alors on va bien se tenir, du 1er septembre 1920, c'est-à-dire la proclamation par le général Gouraud de ce qu'on appelait le Grand Liban, le seul pays qui est intact dans sa territorialité, c'est le Liban. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'espoir, hein, bien que le tableau soit très sombre. Il y a un espoir formidable qui est effectivement que les Libanais, quand ils veulent libérer leur territoire, quand ils veulent résister à une hégémonie extérieure, ce qui est un cas de légitime défense. Je ne veux pas faire d'idéologie et partir sur de grandes théories, mais le Liban mérite d'être libre chez lui, quoi, d'être chez lui. Donc, cela donne beaucoup d'espoir, bien que effectivement cet espoir passe par des portes et des couloirs de souffrance infinie. Je veux dire, le Liban est en guerre. À peu près, nous sommes entrés dans une crise en 1969 avec l'accord du Caire. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Le Liban continue à être dans la tourmente. Je ne sais pas quel est le pays qui pourrait tenir longtemps comme ça. Donc là, un coup de chapeau à tous les résistants, à toutes les résistances du Liban. Alors, où est-ce qu'on va? Moi, je ne sais pas où on va, je le dis d'emblée. Mais
c'est pour rassurer nos amis. Je sais où il faut aller. Je sais que le peuple libanais sait où il faut aller. Et simplement, il faut qu'on sache où, pour le moment, on peut aller. Hein, parce que la situation n'est pas totalement désespérée, elle est loin d'être désespérée. Il faut qu'il y ait beaucoup de volonté. Alors, je vais faire un exposé en 3 points. Le premier, c'est pour faire le constat que tu as fait toi-même en décrivant un peu la crise dans laquelle nous sommes. Et le second, c'est pour voir quelles sont les forces en présence. Et le troisième, c'est pour essayer de savoir où on peut aller précisément, c'est-à-dire les voies de l'avenir. Alors, je commence par le constat. Tu m'as donné une demi-heure, je vais les prendre amplement, mais je privilégie la discussion hein, sur l'exposé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus savants que moi, qui nous écoutent et qui pourront apporter véritablement dans la discussion des lumières. Alors, le constat, quel il est aujourd'hui? Le constat, il est assez sombre, puisqu'il faut partir de ce qui est. Moi, je le déterminerai en trois grands pans, trois grandes parties ou trois grandes dimensions. Le premier, je vais dire ce qui m'effraie le plus, bien entendu, je n'entends pas être exhaustif. Le premier, c'est ce que j'appellerais le délitement institutionnel. euh, au bout d'une crise que l'on va faire partir, comme tu le signalais, du 4 août, mais je le fais partir moi, euh, du soulèvement hein, d'octobre 2019, et que je vais rattacher au soulèvement arabe, hein, parce que ce n'est pas unique. Hein. Moi, je rattache ce qui se passe au Liban à ce qui se passe en Chili, à ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, et à ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé en Égypte. Je pense que nous ne sommes pas sur une planète séparés et que nous vivons de cette même, je veux dire, pulsation sociétale qui est en train de remettre en question des pouvoirs étatiques qui sont soit défaillants, soit dictatoriaux. Donc le premier, c'est le délitement institutionnel. On peut aller très vite là-dessus. Il n'y a plus aucune institution qui fonctionne correctement au Liban. Ni le gouvernement, comme on le sait, ni une classe politique qui est en train de se cacher. On a commencé par faire un territoire, puis on a fait des terroirs, et maintenant on fait des terriers au Liban, c'est-à-dire que les politiciens se cachent chacun dans sa niche. La justice, nous espérons tous qu'elle bouge et qu'elle bougera encore plus, mais le Parlement travaille tout seul et en vase clos parce que personne n'ose se montrer à l'air libre. La présidence de la République est immobilisée en quelque sorte, le gouvernement n'est pas formé. La seule institution, je reviendrai là-dessus, c'est l'armée. Hein. Alors, on va se poser des questions que tous les printemps arabes se sont posés sur la question de à quoi sert l'armée, où va l'armée, est-ce qu'il faut la faire introduire dans le jeu politique, sachant que le Liban est le seul pays de non-gouvernement militaire. Je veux dire, dans son histoire. Hein. Il y a eu la période Chiab, mais c'était une période parlementaire. Hein. Il y a eu la période du général président Fouad Lahoud, du président Michel Sleiman, qui étaient des militaires, du président Michel Aoun aujourd'hui, mais ce n'est pas un gouvernement militaire. Hein. Mais bon, on reviendra un peu sur cette caractéristique un peu spéciale. Bien, donc nous sommes dans un délitement institutionnel. Nous sommes dans des territoires partitionnés. Alors, c'est des choses qu'on ne dit pas, parce que le Liban est un territoire unifié, est un État unifié sur le plan territorial. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de milice, il n'y a pas de frontières internes. Mais tout le monde sait que dans les têtes de certains, hein, qui n'osent pas se promener dans le Liban tel qu'il est à travers ces frontières qui n'existent pas, j'appelle ça des frontières invisibles, euh, dans ce territoire qui est partitionné soit sur le plan intellectuel, soit aussi, il faut le dire, hein, sur ce qui passe aujourd'hui, on a une communauté qui a pris ses distances, qui a prévu son propre système, j'allais dire, financier, qui dispose de sa propre armée et qui est entré en quelque sorte dans une espèce de partition qui ne dit pas son nom. On s'attend tous à une grande catastrophe économique et d'une certaine manière, certains partis ou certains groupes essayent de se protéger du mieux possible, de protéger leur clientèle politique. Hein. Et là, je veux parler, ils ont un système de solidarité entre eux. Je veux parler ici de la situation actuelle du Hezbollah. Tout le monde sait qu'il a pris une quasi-autonomie à l'intérieur, bien entendu, de l'ensemble libanais,
mais qu'il a son propre système d'écoles, d'hôpitaux, d'aide, de solidarité. Il contrôle les frontières, donc il contrôle les rentrées d'argent, il contrôle le port, il contrôle l'aéroport. Et je voudrais dire d'emblée que ce n'est pas ça qui m'effraie. Ça s'appelle un État dans l'État. D'ailleurs, au Liban, quand on pose la question, y compris entre politologues, hein, on appelle ça douaïla, le petit État. Moi, je pense que la société du Hezbollah n'est pas un État dans l'État. Elle est un État qui est tout l'État, parce que les grands rouages de contrôle, elle les a en main. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ceux qui connaissent l'histoire de la guerre du Liban savent qu'à un moment donné, comme à l'époque de Bachir Gemayel, par exemple. Il y avait un territoire qui était contrôlé par les forces libanaises, avec ce qu'on appelait al-amn zati, hein, l'autonomie de la sécurité, ce que fait aujourd'hui le Hezbollah dans ces régions, que ce soit dans la banlieue ou la montagne. À un moment donné, la montagne du Chouf avait pris une autonomie à un moment donné de l'histoire. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Toutes les partitions ont échoué au Liban et celle-là échouera comme toutes les autres, hein. Le pays est trop petit pour être fractionné. Bon, donc, on passe par une période comme celle-là. Mais ce qui est inquiétant dans ce nouvel isolationnisme, c'est que le Hezbollah n'est pas un État dans l'État. C'est une société dans une société. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire la transmission des valeurs aux générations actuelles. Je me souviens d'avoir vu un concours qui avait été proposé aux élèves des écoles du Sud, donc exclusivement pas à tous les élèves libanais, et qui portait sur un concours littéraire, hein, une insha, hein, avec la meilleure dissertation sur quelles sont les qualités du grand chef que nous avons perdu, Qassem Soleimani. Donc, on a vu des étudiants répondre à cette question et sur la station radiophonique de Hezbollah, qui est la radio de Ezat al-Nour, hein, la radio qui s'appelle Ezat al-Nour, on a distribué des jawaïs, des prix, des récompenses à la meilleure Incha. Mais je ne sais pas si un étudiant du Akkar ou un étudiant de Jounier ou un étudiant du Chouf aurait pu répondre à la question quelles sont les belles qualités du martyr Qassem Soleimani. Moi, ça m'inquiète le plus, c'est-à-dire ce qui, sur le plan culturel, peut créer de la distance entre Libanais. Les partitions politiques, les rapports de force, les frontières étatiques, les frontières étatico-économico de contrebande. Bon, ça arrive à un moment donné et c'est réparable. Mais le travail qui est fait dans les esprits, celui-là, il doit nous porter à nous poser des questions. Donc, ce délitement institutionnel existe, je ne veux pas revenir là-dessus, mais il est conjugué par une fragmentation sociale. Le pays est fragmenté. Chaque territoire s'occupe de la pandémie de la meilleure manière qu'il peut. Il fait face à une situation où l'électricité vient ou ne vient pas, où l'eau est distribuée ou n'est pas distribuée, où les ordures ne sont pas ramassées ou sont ramassées. Cette fragmentation sur le plan territorial, social, celle-là, elle est vraiment inquiétante. Le deuxième point, c'est l'effondrement économique. Ça, je ne vais pas beaucoup en parler, mais tout le monde le sait, et tu l'as évoqué. Et ce qui désole dans cet effondrement économique, c'est quand on regarde les choses avec petite clarté, on se rend compte que ce Liban n'est pas dépourvu, que le Liban, pardon, n'est pas dépourvu d'avantages économiques. Il a des biens, il a des possibilités de se refaire. Tout n'est pas perdu, je reviendrai dans. Et pourtant, faute d'institutions qui gèrent, d'hommes courageux au plan des gouvernements qui orientent le pays, rien n'est fait. Et on s'effondre dans l'immobilisme économique qui est le plus dangereux. Et puis, il y a la faillite politique. Je crois que celle-là, il faut qu'on réfléchisse dessus. Beaucoup de pays ont été déclarés en faillite politique. Je me souviens qu'à un moment donné, en Égypte, on se demandait quel était le destin du pouvoir Moubarak, post-Moubarak, etc. En Syrie, mais aujourd'hui en Syrie, le président Assad organise des élections. Bien, nous savons ce que ça veut dire. Mais disons, il y a une reprise en main. C'est un peu ce qui est inquiétant. Nous sommes entrés non pas dans le printemps arabe, mais dans l'hiver arabe.
parce que de nouveau, les sociétés sont en train d'être congelées de nouveau. Je vois par exemple aujourd'hui l'interdiction faite par le pouvoir en Algérie des mouvements du Hirak algérien. Bon, ça peut poser des questions. Mais au Liban, on a un phénomène sur le plan de la faillite politique. D'une part, une classe qui est totalement déclassée, déconsidérée peut-être, hein, jadis une élite politique, sans que le mot élite veuille dire quelque chose de forcément noble et positif, et qui aujourd'hui n'ose pas affronter le peuple. Quand je pense que personne n'est allé sur le port euh, pour pleurer les morts et consoler les vivants, après une déflagration qui est quand même considérée comme la troisième ou la quatrième en puissance de détonation et d'explosifs dans l'histoire de l'humanité récente et même peut-être de toute l'humanité. Euh, on est désolé devant, enfin, c'est un peu un scandale que cette élite politique n'ait pas pensé à avoir un peu de compassion, mais ils ont peur de sortir pour des raisons que la révolte d'octobre ou la révolution d'octobre nous a bien montré. Mais elle est aussi, cette classe, c'est ça qui est plus inquiétant, tétanisée par son impuissance. C'est-à-dire, ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas les autres laisser agir, ou laisser agir les autres pour parler un français convenable. Et en même temps, cette situation, et c'est là où on en vient à la particularité libanaise, elle est de blocage interne, mais vient se greffer l'international. Je vais prendre trois petites illustrations, mais très rapides. On a un Premier ministre qui a été, à qui on a confié la mission de former un gouvernement pour remplacer le gouvernement démissionnaire de Hassan Diab. Bon, ça date depuis le 6 août. Hein, depuis la... Bon, le Teklif est venu après, mais depuis le 6 août, on est pratiquement en gestion démissionnaire, par un cabinet démissionnaire d'expédition des affaires courantes, comme on dit, du pouvoir. Qu'est-ce qu'il cherche? La seule chose qu'il cherche aujourd'hui, c'est d'aller du côté du Golfe parce que c'est un représentant de la communauté sunnite, il a besoin d'un appui sunnite. S'il devient Premier ministre ou président du Conseil au Liban, on n'a pas de Premier ministre, on a des présidents du Conseil des ministres, mais qui n'a pas un appui extérieur, il ne peut rien faire. Donc, on tourne en rond et on a un président du Conseil à qui on confiait la formation, mais qui regarde du côté de Riyad et qui ne voit pas venir de lumière, donc on se mobilise. On a un autre pan du pouvoir qui est celui du Hezbollah, qui lui aussi est dans une espèce de paralysie volontaire, obstructionniste. Il attend de voir ce que vont donner les négociations à Vienne. Donc, on a un œil sur Riyad et on a un œil sur Vienne. Hein, pour savoir comment ça va se passer. Et si ça va bien, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra commencer à lever des hypothèques et des obstacles. Et on a le troisième participant au pouvoir, qui est le parti chrétien du général Aoun, et qui, lui, est en train de penser aux élections présidentielles d'octobre prochain, pour savoir qui sera son successeur, peut-être pour savoir, je n'en sais rien, comment il pourra se succéder à lui-même, ou comment le gendre de la République pourra succéder à son beau-père. Hein. Donc, donc, il se tourne vers qui? Qui s'appuie vers Téhéran et vers Damas maintenant. Bon, puisque Damas est revenu en grâce, puisque le président Assad a réussi à se maintenir au pouvoir. Donc, on a une classe qui est affaiblie, qui est impuissante, qui est tétanisée, qui continue c'est comme le poulet à qui on a coupé la tête et qui continue à circuler, hein, et qui cherche à droite et à gauche comment se maintenir. Hein. Et donc, c'est une faillite politique extrêmement grande. Bon, ça, c'est le constat, c'est la grande question qu'on pourra poser dans le débat. Est-ce que c'est la faillite du système politique libanais? Est-ce que le communautarisme politique libanais a fait son temps, a atteint son terme et qu'il faut passer à autre chose? Hein? On peut se poser cette question de la dysfonctionnalité du système politique. Comment un système politique ne répond plus aux besoins sociaux, ne peut plus apporter de réponse. Donc la deuxième
intervention que je voudrais faire, c'est de dire, bon, mais tout ça, c'est de l'ordre du délitement, ça fait 1 an et demi que ça dure, on va bientôt arriver à octobre 2021, et quelles sont les forces en présence? Pourquoi on n'a pas réussi à bouger? Bon, donc le premier, quitte à revenir là-dessus, c'est la classe politique qui a été apeurée, qui a eu peur, est devenue aujourd'hui une classe répressive. Elle se recroqueville sur elle-même, elle n'a pas de solution à présenter. On a déjà vu ça ailleurs, l'Algérie, l'Égypte, la Syrie, c'est des exemples qui sont assez pathétiques de ce point de vue et qui montrent, mais c'est le climat de la région, hein, le zeitgeist, l'esprit du temps. Aujourd'hui, c'est ou autoritarisme ou islamisme, hein. Ou on fait un pouvoir autoritaire comme, je ne sais pas moi, en Égypte ou en Algérie, ou on penche du côté de l'islamisme et on essaye de trouver une solution avec l'islam. C'est le dilemme des démocraties arabes que je pose là. Comment se frayer une voie? Est-ce que tous les éléments d'une réponse démocratique à une crise politique profonde et d'identité sont réunis? On a des éléments, mais on n'a pas tous les éléments et on n'a surtout pas la cohésion de la contestation, l'unité et la solidarité de tous les mouvements qui peuvent proposer une alternative. On est à la recherche d'une alternative. On reviendra, si vous voulez, sur cette question, avec bien entendu une force répressive extrêmement forte, des assassinats qui se font de temps en temps. Donc, le pouvoir en place n'est pas là pour disparaître demain. Et je vais dire pourquoi aussi. Parce que dans le cas libanais, puisque chaque cas arabe est spécifique, nous avons ce qu'on appelle un verrou politique. S'il y a de la contestation transcommunautaire, toutes les communautés sont entrées dans la contestation. Il y a une communauté qui n'est pas entrée dans la contestation et qui est contrôlée par deux forces, hein, qui sont les forces chiites. 27 députés au Parlement, 27 membres de deux partis, ou Amal ou Hezbollah. Bon, et effectivement, ce n'est pas sur cette voie-là, la voie du changement, qui nous entraîne. Donc ça, c'est aussi une spécificité. La révolution a réussi à toucher des couches sociales dans toutes les communautés et s'est heurtée ici à une espèce de blindage, hein, une porte qui est blindée et qu'il faut aborder avec modestie, avec humilité. Il ne s'agit pas de faire la guerre à quiconque, mais il faut examiner pourquoi cette peur devant le changement se transporte ou se transforme en nouvelle alternative de type communautariste. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai rien contre le communautarisme, mais quand toute une société est entraînée sur cette voie-là, on se pose la question de savoir comment se fait-il qu'il n'y a pas du pluralisme politique au sein de cette contestation. Donc, il y a aussi cette formidable présence de ce verrou. Donc, en face de ce clan, on a effectivement une parole qui est divisée. On a des mouvements politiques libanais qui font partie de la Sawra, de l'Intifada, comme vous voulez l'appeler, appelez-la, ou du Hirak, mais dont il s'agira, mais je vais l'aborder dans un deuxième temps, de savoir pourquoi elle ne se nie pas plus que ça, parce que ça fait 2 ans qu'elle est là. On a tous les éléments d'un début de réponse. Ben, donc on a deux forces politiques, une classe politique qui a peur, mais qui est là et qui est là pour rester et qui sera prête à réprimer quand il le faudra, encore plus. Et on a une parole qui est formidable, qui est une parole de changement avec une jeunesse exceptionnelle, je dois dire aussi, qui est en train de proposer des alternatives et de sortir du carcan communautaire. Ça, c'est formidable. Et qui plaide pour la citoyenneté. On ne peut pas les écarter comme ça facilement. Et il y a troisièmement, comme le Liban est un pays où rien ne se passe à l'extérieur qui ne soit pas répercuté à l'intérieur, j'ai souvent l'habitude de dire que le Liban est un cimetière qui grouille de toutes les idéologies mortes.
Vous voulez du Parti communiste façon Staline, vous trouvez. Vous voulez des libanistes phéniciens, vous trouvez. Vous voulez des libanistes christianisants, vous les trouvez. Vous voulez des nassériens, vous pouvez trouver. Vous voulez de l'islamisme, vous avez le choix entre Daesh, l'Ahbash et Hezbollah. Vous avez une possibilité énorme, hein. C'est un pays de pluralisme et qui intègre un peu la physionomie intellectuelle et idéologique de la région. Donc, il n'y a pas que du communautarisme, il y a aussi un pays qui n'a pas trouvé son identité et qui puise à toutes les abreuvoirs, si j'ose dire, d'idéologie, même si elle ne représente plus rien, mais c'est une manière de s'opposer. Mais quelle est la conjoncture régionale qui est terrible aujourd'hui pour nous, mais qui l'a toujours été, hein? C'est qu'il y a trois forces qui sont en train de se positionner de manière différente, mais ça, vous le savez mieux que moi, Salam. Il y a d'abord un désintérêt US de plus en plus grand pour la région et dans lequel, effectivement, il faut se lever tôt pour savoir quelle est la place du Liban dans cette… Donc, après avoir été véritablement boulimique sur la question de l'ordre au Proche-Orient, les Américains sont devenus anorexiques. Ils ne mangent plus, alors qu'ils voulaient tout manger avant. Et en face, on a la Turquie et l'Iran qui sont devenus boulimiques. On a en face aussi un État d'Israël qui est devenu hystérique. Je ne sais pas comment faire entre les anorexiques, les boulimiques et les hystériques, mais nous sommes pris véritablement dans cette conjoncture. On a, effectivement, on pourra revenir dans le débat, la France, peut-être le Vatican, certainement l'Europe, qui cherche à aider, mais on pourra se poser la question de savoir est-ce que c'est la bonne approche et est-ce que c'est le bon levier de la puissance qui a été utilisé. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas traiter de la question libanaise indépendamment de son environnement régional. Ça vaut pour tous, mais ça vaut encore plus pour le Liban, qui n'arrive pas de se dépêtrer. C'est un grand malheur pour les Libanais parce que on pourra dire ce que Chateaubriand disait des émigrés, ou Tocqueville plutôt disait des émigrés de la Révolution de 1789. Ils n'ont rien oublié, mais ils n'ont rien appris. On va chercher encore une fois l'appui de l'extérieur, de l'étranger, et si celui-là veut nous aider, on sera plus fort, etc. Et pourquoi on nous a abandonnés? Bien. Dans tout ça, je vois que le temps passe, je vais passer à ma troisième partie et tu n'as pas réagi et je te remercie de me donner encore 5 minutes avant de réagir. C'est Talleyrand, me dit Karim Bitar, effectivement, qui avait dit « ils n'ont rien oublié, mais ils n'ont rien appris ». Le troisième pan, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit au Liban, hein? Et c'est pour ça que je me mets à la place de ceux qui vivent au Liban. J'ai l'occasion d'y aller de temps en temps, mais vivre au Liban, c'est une expérience existentielle, hein. Ça touche toutes les fibres de la sociabilité, tous les registres des sensations, de la compassion, de la misère, de l'angoisse. C'est une situation holistique existentielle qui met tout en jeu, et l'avenir, et l'incertitude, et la faim, et la peur, et l'angoisse, et la violence, hein. Et vraiment, un jour, il faudra se pencher sur cette formidable résistance libanaise. Alors, sur quoi elle se base, cette formidable résistance libanaise? Et c'est là où je voudrais apporter véritablement de l'espoir. D'abord, moi, je suis absolument, absolument fasciné par la qualité de la mobilisation des Libanais. Je vois le nombre, Salam, de séminaires, de webinaires qui se tiennent où les jeunes et les moins jeunes s'interrogent sur comment on va faire avancer la justice, comment on fait pour les prochaines élections, comment on s'organise pour la solidarité entre des gens qui sont affamés, des gens qui sont malades, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies, bientôt je ne sais pas s'il y aura encore de l'électricité, hein, et on voit des gens qui sont motivés. Il y a une formidable solidarité libanaise et une formidable motivation, et qui, encore une fois, transcommunautaire. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. On se posait la question en sciences politiques, c'est une question classique.
comment sortir du communautarisme, hein, depuis que le système politique libanais, c'est des sujets de sciences politiques que l'on peut donner aux étudiants, communautarisme et citoyenneté, et c'est aux étudiants de trouver une réponse et aux professeurs de corriger alors qu'ils n'ont pas la réponse. Mais ce n'est pas grave. Donc, on est devant cette situation. Donc, il y a beaucoup de talent. Il y a de l'aide. Hein. Moi, je veux rappeler aussi qu'il y a quelque chose qui s'appelle CEDRE. Hein, sans vouloir faire de CEDRE le socle incontournable, mais je ne vois pas quel pays peut disposer d'une réserve de 11 milliards d'euros pour repartir sur des bases. Quel est le pays à qui on dit, ben, écoutez, vous avez besoin d'un peu d'argent, ben, il y a cette somme, à condition que vous fassiez les changements requis pour qu'on puisse débloquer cet argent. Donc, on n'est pas démunis. La mobilisation a des stratégies de groupe formidables. Je vois qu'il y a des groupes de la Saoura qui sont en train de fusionner. Quand je pense à cette situation, je pense qu'on peut faire un parlement de l'ombre. Si ces groupes libanais voulaient dépasser leurs égos et se réunir et débattre, non pas dans des zooms partiels, mais dans une espèce de zoom total, et qui serait vraiment le vrai Parlement. Parce que le vrai Parlement, il est dans l'ombre. Hein. Et le Parlement parallèle, ce sont ces jeunes Libanais, ces ONG qui sont en train de travailler et qui disposent de ces moyens-là. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie de groupe. Et je pense aussi que ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être aller vers ce que j'ai appelé un réalisme de combat. C'est-à-dire que il faut que ceux qui veulent le changement s'allient aussi avec des forces peut-être qui ne sont pas des forces connues pour vouloir le changement, mais il y a des éléments extrêmement valables, des individualités avec lesquelles on peut s'unir pour faire bouger, les choses. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a une jeunesse, une mobilisation. Deuxième élément qui est important, c'est la diaspora. On n'insistera jamais là-dessus. Assez. La diaspora, c'est le Liban, hein, est le seul pays qui peut refaire sa reconstruction d'infrastructures et tout ça tout seul. La Syrie a besoin de 300 à 400 milliards, je ne sais pas où elle va la chercher. On a vu récemment l'Iran se jeter dans les bras de la Chine avec cet accord du 29 mars dernier, où on a des montants qui n'ont pas été précisés, qui varient de 400 à 600 milliards de dollars sur 25 ans, bien sûr, pour refaire. Nous, on a besoin de se jeter dans les bras de personne. D'ailleurs, c'est un paradoxe, j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Le pouvoir iranien qui était l'Ashari ou l'Arabi, n'est-ce pas, ni Est ni Ouest, nous voulons un gouvernement islamique, est aujourd'hui en train de se jeter dans les bras du bailleur de fonds chinois dont on sait la dureté en matière de gestion et de ses prêts. Mais là, on a cette possibilité sur laquelle il faut compter. On a aussi, et j'insiste, donc la diaspora est extrêmement importante parce qu'elle peut nous aider, et elle nous aide déjà, ne serait-ce que par l'argent que les Libanais travailleurs dans différents pays peuvent envoyer à leurs compatriotes, à leurs parents restés sur place. On a aussi des talents à l'étranger qui peuvent être influents. Il peut y avoir un lobby. Ce n'est pas honteux d'avoir un lobby, au contraire. C'est extrêmement important. Et puis, nous sommes dans un monde mondialisé, c'est-à-dire diasporisé. Donc, la diaspora, ce n'est pas un groupe qui est totalement séparé du territoire duquel sont partis tous ces gens. Nous sommes par le webinaire, par toutes les solidarités possibles et imaginables, les transferts de fonds, les flux intellectuels, les aides matérielles. La diaspora, c'est la situation du monde. Et les Libanais sont le peuple qui a été le plus mondialisé, avant même la mondialisation, si on revient à la moitié du 19e siècle et on voit l'étendue de la diaspora libanaise, même si elle est désordonnée, mais je veux dire que ça compte. Et dans ce contexte de mobilisation de diaspora, et c'est le mot de la fin, et après je m'arrête définitivement, mon cher Salam, c'est la question comment refonder le Liban. Quelle nouvelle orientation donner à ce pays? Comment dès maintenant nous mettre sur la route, hein, parce qu'il ne faut pas attendre trop longtemps pour commencer, il faut surmonter son désespoir. Il faut espérer. Et il y a un autre nom pour l'espérance, c'est la résistance.
Espérer, c'est résister, mais résister à toutes les difficultés, tous les obstacles qui sont là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne crois pas aux théories qui disent le Liban a une mission, comment refaire la mission du Liban. Je ne sais pas. Moi, je me méfie du mot mission. L'Amérique a une mission, c'est a nation under God. Mais on a vu où les nations sous le regard de Dieu peuvent nous mener avec George Bush Jr. et deux guerres terribles au Moyen-Orient. Même la France. Euh, je me souviens du mot, la France a une mission civilisatrice, a donné tout le colonialisme du 19e siècle avec la très bonne conscience que la France a porté ses lumières. On célèbre aujourd'hui Napoléon, ou le bicentenaire de la mort de Napoléon. Napoléon a transporté par le fer et le feu les principes égalitaires de la Révolution française. Il a voulu les étendre par la force et le fer sur dans toute l'Europe. Donc, j'aime pas le mot mission, mais le Liban a une vocation. Le Liban a une vocation sur laquelle je reviendrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut demander à nos groupes de travail, à nos minorités agissantes? Parce que c'est ça dont il s'agit dans le printemps arabe. C'est des minorités qui agissent. On ne voit pas le parti politique. Hein. Il y a des politologues qui sont célèbres pour dire que c'est des révolutions post-bolcheviques. Hein. Il n'y a pas un parti qui conduit la révolution. Mais à un moment donné, la politique, c'est la traduction des espérances en action, mais en action cohérente. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut s'organiser en partie avec un programme, et ça, tout le monde, bien entendu, l'attend. Moi, je pense que nous devons passer immédiatement vers une politique des valeurs. Il ne faut pas se fixer des objectifs du style demain à minuit, la révolution a lieu. C'est fini. Le grand soir, il faut l'oublier. On va aller vers le grand soir avec des petits soirs. Et qu'est-ce que c'est les petits soirs? Moi, je vois 3 points. Pour le Liban, il faut s'en tenir aux principes démocratiques, il faut préparer concrètement les élections. La transformation démocratique dans un pays qui se veut pacifique et qui ne veut pas recourir à des moyens de violence, parce que si le Liban est mort de quelque chose, c'est de cette utilisation de la violence. On n'a pas vocation à être violent, même si on l'est, même si on ne sait pas comment sortir. Mais la violence est une impasse. Mais préparer des élections dès maintenant, en sachant que les élections ne changeront pas la configuration définitive du pays. Mais il n'y a pas de changement sans commencement de changement. Donc, si sur les 128 députés, on en a 5, 10, 15, 5, certainement qu'on les aura, mais entre 10 et 25, la qualité de leur travail, la qualité de leurs problématiques, c'est ça qui va faire avancer le pays. On a deuxièmement un travail à faire sur la justice. Il y a tellement de questions qui restent en suspens, ne serait-ce que l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. C'est une honte qu'on ne bouge pas. C'est une honte qu'on ne bouge pas sur le port de Beyrouth. Et on a des juges qui sont honnêtes, c'est pas vrai. On ne peut pas exclure toute une classe politique. On a des juges qui sont excellents. Il faut leur donner les moyens. Il y a une loi aujourd'hui qui est en train de passer sur l'indépendance des juges. Il faut la faire passer tout de suite. Il faut qu'elle soit là. Bon. Et il y a troisièmement, mettre fin à la corruption. La corruption, c'est une maladie qui gangrène, qui fausse les relations, qui achète les consciences, qui mine les politiques d'État, parce que c'est un vol d'État. Malheureusement, il faut dire que la corruption, c'est une idéologie d'État. C'est l'idéologie de l'État libanais. On ne pourra pas s'en sortir si on ne met pas un terme à ça. Donc, et c'est là où on peut transformer le Liban. Le Liban a la réputation d'être une cité marchande. C'est la tarte à la crème de tous ceux qui considèrent que le Liban s'est enfermé dans cette fonctionnalité. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans une cité marchande? Il n'y a que des intermédiaires. Hein. Ce n'est pas Venise, c'est Hong Kong, avec tout le respect que je dois pour Hong Kong. Hein, ce n'est pas. Mais disons qu'on a des intermédiaires. Et qu'est-ce qu'un intermédiaire? C'est celui qui approche un client A pour le mettre en client B et à l'occasion se renforcer lui-même. Il ne faut plus avoir une société d'intermédiaires. Il faut avoir une société de médiateurs. Nous avons, les Libanais ont vocation dans le monde à faire des synthèses difficiles qui sont les grandes questions de la mondialisation.
communautarisme et citoyenneté, libre-échange et social-démocratie, ouverture sur le monde sans choc des civilisations. Nous sommes outillés pour ça. Donc, pas de mission, mais une vocation qu'on s'invente pour devenir des médiateurs. Ça doit nous faire, non pas rêver, mais nous faire espérer. Et c'est cette espérance qui pourra nous amener un jour à quelque chose. Et nous avons un point essentiel là-dessus qui permet un peu d'arrimer cette espérance. Je voudrais terminer là-dessus. J'ai évoqué un peu la question de l'armée libanaise. Alors, loin de moi l'idée de faire appel à l'armée pour qu'elle fasse un coup d'État. L'armée au Liban a toujours été loyaliste, légaliste, hein, on le signalait. Mais c'est vrai que c'est une assurance, l'armée, dans une société où tout bouge, pour avoir une colonne vertébrale, hein, et peut-être pour faciliter une transition à un moment donné. La guerre du Liban a vraiment commencé en avril 1976, lorsque l'armée s'est scindée. Hein. Nous avons cette formidable chance aujourd'hui d'avoir une armée et qui, dans sa composition, est un microcosme du macrocosme qu'est l'État. C'est une mini-société, mais unie, alors que la grande société, elle, est tellement sujette à la désunion. Voilà, mon cher Salam, comment je conclus. Ce n'était pas tellement sur l'armée, mais véritablement sur des motifs d'espérer. On a des atouts, il faut les utiliser, il faut aller de l'avant, et il y a des possibilités de s'en sortir. En tout cas, à travers toi, je voudrais remercier tous ceux qui nous écoutent pour leur audition. S'ils ne sont pas partis déjà, je ne sais pas s'ils sont… Non, 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 ils sont toujours là. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, merci Joseph. Et j'ai beaucoup de choses à partager avec toi, mais bon, je veux m'éclipser parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions de notre cher public et je ne veux pas être égoïste et profiter de ma position pour te relancer sur des choses. Mais je me permets quand même juste une relance sur, tu l'as évoqué rapidement, sur le rôle de la France, cette visite assez médiatisée de M. Macron. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? Est-ce qu'elle a déjà été enterrée? Ou comment tu en penses? Alors, comment dire? Il y a l'initiative de M. Macron qui est venue 2 fois. Il y a la visite récente de M. Le Drian où la France semble avoir changé de fusil d'épaule, puisque on a un peu désespéré de la classe politique et on compte sur les forces du changement qui sont en train de bouger. Moi, je voudrais dire 2 choses. D'abord, la proposition française n'est pas une proposition française. C'est une proposition internationale. C'est une proposition mondiale. C'est une feuille de route de tous. Hein, qu'on aille au FMI, qu'on aille à l'Europe, qu'on aille à l'Afrique, hein, on dira voilà les propositions de base sur lesquelles les bailleurs de fonds, les forces politiques européennes sont toutes d'accord. Donc, la France a eu le mérite, hein, de synthétiser, de présenter une feuille de route qui reste valable. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il y a plusieurs choses qui ont changé. D'abord, on peut revenir là-dessus, mais c'est un débat un peu plus approfondi qu'il nous faut faire. Charger un gouvernement de mission, hein, une mission d'experts. Et les experts viennent et nous disent ce qu'il faut faire. Bon, on est en politique. Il n'y a pas d'expertise en politique. La politique, c'est une vocation, c'est une action et c'est une légitimation par des forces qui vous permettent de faire la politique et qui, en démocratie, s'appelle le Parlement. Une collection d'experts ne fait pas une politique. Une assemblée d'expertise ne fait pas un gouvernement. C'est pas possible. C'est pas parce que moi je suis spécialiste de l'économie et l'autre est spécialiste de la sécurité sociale et le troisième de la voirie et le quatrième de l'environnement qu'on va se retrouver dans un gouvernement et qu'on va être unis et on n'a pas de destination vers laquelle on va. C'est une collection d'experts, tous remarquables,
hein, tous, je ne sais pas, mais il y a des personnalités remarquables dans ces gouvernements. Et à la fin, on a une immobilisation totale avec cette idée, mais ça, il faudra revenir là-dessus, qui est toujours la même, c'est-à-dire la frange cultivée de l'establishment politique libanais n'a jamais fait de politique. Elle a laissé la politique aux communautaristes. Les bourgeois faisaient de l'argent. S'ils voulaient se faire élire, ils se faisaient élire sur des listes communautaires. Le grand changement au Liban aujourd'hui, c'est que la bourgeoisie a pris conscience quelque part, petite et grande, hein, que si elle confiait son rôle, son destin à des forces communautaires ou ce qu'on appelle au Liban à tort, hein, quasi féodales, on ne se retrouverait pas sur une politique modernisante. Et ces pauvres experts se sont retrouvés, eux, experts élitistes, dans un gouvernement quasi féodal, communautariste et motivé par des intérêts sordides. Hein. C'est ça, c'est la différence. Ce qui tient entre elles, cette classe politique au Liban, c'est des intérêts. Hein. Ce n'est pas des passions, ce n'est pas des buts, ce n'est pas des objectifs. Ça, on reviendra. Donc, il y a eu cette mission qui a été confiée à un gouvernement d'experts et qui ont finalement été piégés par les communautaristes en plus. Ce qu'il y a aussi un deuxième point, qui est quand même qui est un point d'interrogation. La France est le seul pays européen qui parle au Hezbollah. L'Allemagne ne parle pas au Hezbollah. L'Angleterre ne parle pas au Hezbollah. Et avec ça, avec le fait qu'il y a une ouverture, avec cette dichotomie, il y a les parlementaires du Hezbollah et il y a l'organisation militaire. Nous, on ne parle pas aux militaires, mais on parle aux politiques, aux parlementaires. Hein. Et qui ressemble un peu à ce que l'État français a fait souvent avec la Corse. Hein. C'est-à-dire qu'on ne parle pas avec ceux qui mettent des bombes, mais on parle avec ceux qui se font élire et qui sont supposés être proches de... Bon, ça, c'est effectivement quelque chose d'assez malheureux et incompréhensible, c'est-à-dire qu'en dépit de cet atout qui fait que la France parle à tout le monde, parce que pour être un médiateur, il faut parler à tout le monde. Bon. La France peut au Liban parler à tout le monde. Elle l'a fait. Et ça n'a pas marché. Donc, il y a un point d'interrogation sur lequel il faut revenir. Mais la raison, elle est comme ça, hein, je lance, elle est du fait qu'effectivement, la situation libanaise n'est pas purement libanaise. C'est-à-dire, pour débloquer le verrou libanais, il faut aller voir ce que l'Iran pense, si la Syrie n'est pas prête à saboter, ce qu'Israël est capable d'accepter. Donc, il faut faire mettre en terme pour résoudre la question libanaise, pas seulement des acteurs libanais. D'où l'idée du patriarche Rai, qu'il faut analyser avec beaucoup de finesse et de précision. Dans un petit pays qui est coincé comme le Liban entre des puissances terribles sur le plan militaire, c'est l'idée, si tout le monde n'est pas d'accord pour neutraliser le Liban comme champ de bataille, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein? Donc, est-ce qu'une puissance unique, quelle que soit sa force, sauf si elle s'installe et qu'elle mette ses troupes partout, qu'elle envoie 100 000 soldats et qu'elle prenne le contrôle du gouvernement, peut faire. Le problème du Liban, c'est une guerre interne internationalisée. Ce n'est pas une guerre internationale, mais elle s'internationalise quand les factions internes s'appuient sur des factions externes et les internalisent dans le jeu domestique. Bon, donc, l'approche de la France reste valable, le contexte est extrêmement défavorable, mais je ne pense pas que il n'y a pas d'autre, there's no game in town, no other game in town, comme disaient les anglo-saxons, c'est la seule carte de sortie. Alors peut-être qu'il faut s'installer autour d'une table et voir comment refaire une approche diplomatique qui soit compréhensive, inclusive et globaliste, hein, plutôt que de s'adresser à des partis politiques dont le seul courage, c'est d'aller voir à l'étranger ce qu'on va leur dire. Merci beaucoup. Je commence avec les questions nombreuses de notre cher public. La première question de M. Jean-Paul Dussos. Le besoin de financement de la dette libanaise, 80 milliards de dollars, ne risque-t-il pas de conduire le Liban à un choix imposé qui lui ferait perdre sa souveraineté, exemple le Laos?
Oui, exemple Laos, exemple l'Égypte, exemple la Grèce, mais la Grèce n'est pas un bon exemple parce qu'elle a la chance d'avoir fait partie de l'Union européenne. Donc, il y ait des sacrifices à faire, on est d'accord là-dessus. Mais perte de souveraineté, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Ce sont des réformes nécessaires pour rétablir non seulement un gouvernement, mais les fondements d'une économie. Alors, à un moment donné, effectivement, il va y avoir une imposition de conditions qui ne seront pas, qui seront pas nouvelles. Mais on a tellement pris de retard sur le minimum à faire que je ne vois pas comment on ne peut pas se refaire tout seul. Je veux dire, on n'a pas de quoi mobiliser 30-40 milliards d'emblée pour relancer l'économie tout seul. Si on pouvait le faire, ce serait formidable. Je vois le dilemme, et à juste titre, le vrai dilemme qui est posé dans cette question, mais je ne sais pas ce que c'est que la perte de souveraineté aujourd'hui dans un pays qui a perdu sa souveraineté politique et dans lequel l'économie, son économie est imbriquée avec l'économie régionale. Question de Franck Kechi. Quand une compagnie privée est en faillite, nous faisons appel soit à des liquidateurs, soit à des administrateurs pour la redresser. Ne serait-ce pas le moment d'adresser la gestion du pays en occultant toute appartenance communautaire et adresser les problèmes techniquement, scientifiquement, juridiquement, factuellement? Qui des pays donateurs peut encore faire confiance à une telle mosaïque de décideurs officieux et d'une organisation hiérarchique inefficiente? Oui, terrible question, mais terriblement bonne question. Euh, la question, on peut y répondre de deux manières. On peut répondre d'abord qu'Enepla n'est pas une compagnie, n'est pas une corporation, n'est pas une entreprise, et qu'il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux de solidarité, de reconstruction d'une nation, d'État failli, comme on dit aujourd'hui, qu'il s'agit de remettre sur des bases saines, et finalement du vouloir vivre ensemble, une communauté qui veut vivre entre elles. Il y a cette manière de voir, bon, euh, qui est une réponse comme une autre. Il y a une autre modalité aussi d'affronter cette approche qui est strictement économiciste, hein. C'est de dire que quelle est aujourd'hui, à supposer que nous ayons cette approche économiciste, quelle est aujourd'hui l'organisation internationale qui va venir s'installer, prendre en charge l'État, assurer la sécurité, assurer l'eau, assurer le ramassage des ordures, délimiter les frontières et en même temps refaire l'économie du pays. Ça s'appelle en droit international un protectorat, ou ça s'appelle un mandat, ou ça s'appelle une mise sous tutelle internationale. Et à ce moment-là, je ne sais pas moi, on peut imaginer cette solution, on voit les Nations Unies s'installer. On l'a fait au Kosovo, par exemple, apporter un haut commissaire qui va s'installer, qui va essayer de faire mettre de l'ordre dans tout ce désordre. Mais vu la situation libanaise, quelle est aujourd'hui l'armée, même internationale, même une finule élargie aux dimensions de tout le territoire libanais, qui va en même temps résoudre toutes les questions qui se posent de rivalité politique? Vous voyez quelqu'un en disant, moi je vais venir faire la police, mais la police sera débordée dans le canevas des rivalités. Donc, il faut vraiment avoir le souci de la technicité des problèmes, mais on est en train de reconstruire un État. On est en train de refaire une nation. Euh, c'est c'est une composante essentielle de l'ordre international. Et ce qui plaide pour une approche qui ne soit pas que techniciste, c'est que les États ne sont pas forts par leur impuissance. Ils sont forts par leur puissance, excusez-moi, mais ils sont dangereux par leur impuissance. Un État qui s'effondre est une calamité pour la région. Une des raisons qui font que le Liban n'a pas sombré, n'a pas été happé par la guerre syrienne, par exemple,
c'est de se dire que si le feu de la guerre syrienne devait happer le territoire libanais, on verrait toutes les interventions possibles et imaginables se mettre de la partie au Liban. Donc, le Liban est dangereux par son effet de nuisance régionale. Et donc, ceux qui vont venir vont avoir en tête non seulement le besoin de refaire l'économie, ou d'aider à refaire l'économie, mais aussi d'empêcher que cette violence ne déborde sur son environnement propre. Et c'est ce qui fait qu'on va voir ce qu'on voit aujourd'hui des Américains d'accord avec des Russes, d'accord avec des Européens, pour ne pas que pour que cette violence soit contenue au Liban, si l'on peut dire, malheureusement, et pas tellement d'essayer de résoudre le problème, mais d'empêcher que la région tout entière du fait du désordre libanais ne soit gagné par la violence, alors qu'on essaye et qu'on a réussi, mais à peine, à l'éteindre en Syrie. Donc la complexité du problème, c'est qu'il est d'abord politique, il est de refaire sens, de refaire communauté. Et si on ne refait pas communauté, on fait une économie pour qui? Pour personne. Il faut qu'il y ait une communauté qui existe d'abord politiquement pour qu'il y ait une économie qui puisse la servir. Merci beaucoup. Une question d'Isabelle. Vous avez dit que ce que vous fait peur, c'est la fragmentation culturelle et sociale des Libanais, Oui, l'absence de valeurs partagées. oui. Est-ce réellement un problème nouveau? N'est-ce pas plutôt un problème consubstantiel à la naissance du pays? Souvenons-nous des débats houleux sur les livres sociaux, scolaires d'histoire du Oui, pays où chaque communauté a toujours défendu sa vision et ses valeurs. oui. Comment alors espérer que des valeurs citoyennes prennent aujourd'hui le dessus dans un contexte économique lamentable? Oui, c'est une bonne question. On peut répondre de deux manières. La première, c'est le Liban restera une société de pluralisme. Hein, qu'on le veuille ou non, il y a un pluralisme communautaire, personne ne pourra le supprimer du jour au lendemain. Et d'ailleurs, dans les débats que nous avons avec les groupes de la Révolution, il y a toujours quelque chose qui me frappe. On nous dit, nous voulons l'État civil, l'État avec un grand E, n'est-ce pas? Pas l'État civil, l'Ahwel, Charsi, mais Dawla al-Madani, l'État civil. Et nous voulons appliquer Taïf qui nous dirige vers ça. On veut l'État civil, qui est l'État de citoyenneté, et en même temps, dans cet État, nous prévoyons un Sénat, c'est prévu dans la Constitution, l'article 95, la Constitution de 1926, revue par les amendements de 1990, nous prévoyons un Sénat qui représente les communautés. Donc, même dans la perspective la plus sécularisante, il y a une part qui est faite aux religieux. Et moi, d'ailleurs, je pense que c'est l'article 22 de la Constitution libanaise qui porte sur le retour du Sénat. Moi, je suis pour, mais je ne vois pas l'utilité d'un Sénat communautaire alors que la Chambre est toujours communautaire. On aura deux. Bon, mais le législateur Ataev, dans sa grande sagesse, dit dès qu'il y aura un Parlement élu sur une base non communautaire, on passera à un Sénat communautaire. Donc, on va rester dans cette gestion pluraliste qui accepte les communautés. Tout le problème, ma chère Isabelle, c'est de faire en sorte que la confession ne l'emporte pas sur la nation. Donc, de délimiter des zones où les Libanais seront égaux devant la loi, quitte à respecter les sensibilités, ce qu'on appelle les groupements de conviction, c'est-à-dire les religions, sur leur destin futur. Et je le comprends. On est dans une région où le poids de l'histoire, Marx disait que le poids des morts pèse sur le cerveau des vivants. On est dans une région où il y a des massacres. Hein. Pour remonter, ou pour ne pas remonter, jusqu'au premier massacre du XXe siècle, qui a été le massacre des Arméniens. Les gens vivent, et avant, dans la montagne libanaise, bien sûr, les événements de 1860. Donc, on vit avec cette angoisse de devenir un peuple exclu, perdu et chassé de la région. Bon,
il y a un travail à faire qui est formidable, formidable au sens de l'immensité de la tâche, hein, dans cet état d'esprit. Donc moi, j'accepte l'État pluraliste, mais je veux que mes droits de citoyen passent avant mes droits d'appartenance communautaire. Dans un deuxième temps, effectivement, comment aller vers le dépassement du confessionnalisme. Michel Chiha le voyait très bien, c'était la question qui était posée. Je ne vois pas comment. C'est un mythe récurrent que l'on peut surmonter le confessionnalisme. On peut le surmonter, c'est-à-dire décider du jour au lendemain que l'État sera laïque. Vous imaginez, vous arrivez avec une proclamation, l'État laïque, l'Église et la mosquée séparées de l'État. Vous allez avoir toutes les accusations d'impiété qui vont vous tomber dessus, et en plus, vous allez donner du grain à moudre à tous les extrémismes de tous les bords. Donc, on ne peut pas le voir. Mais patiemment, tranquillement, en acceptant ce pluralisme, s'installer et écrire ensemble l'histoire. Moi, j'ai été un peu associé sur des expériences comme celle du Rwanda. C'est extrêmement difficile de faire une histoire commune. À ma connaissance, alors on parle de la réconciliation ici, pas du dépassement des conflits. La seule expérience réussie, ça a été la réconciliation franco-allemande avec la création de l'Office de la jeunesse franco-allemande et avec la création d'un livre d'histoire où tout le monde, je veux dire français et allemand, était d'accord sur une causalité unique. Bon, ça, Isabelle connaît bien le Liban et elle sait les difficultés qui sont là. Il faut honorer tous les points de vue, tous les points de vue. Parce que sur l'identité du Liban, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un, un pays vivant qui grouille d'idéologies mortes. Hein. Dès que vous dites qu'est-ce que c'est que le Liban, vous allez avoir toutes les réponses que vous voulez. Hein. On va remonter à Jésus-Christ, d'autres vont remonter à Mahomet, les troisièmes vont aller voir chez Moïse ce qu'il a dit sur le Liban, les quatrièmes vont parler des bassistes, les cinquièmes vont parler de la nostalgie nassérienne. Il y a un point de vue pluraliste. Hein. Bon, c'est en train, je constate, de devenir un petit peu l'idéologie du monde, hein, mais je ne suis pas du tout sur cette voie-là du multiculti, comme dit Madame Merkel, hein, un pays qui est multicommunautaire. Il faut qu'il y ait une épine, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, pour moi, s'appelle la dignité de l'homme et les droits de l'homme. Et après, on peut discuter d'autres choses. Mais une fois que vous avez respecté les autres dans leurs différences et dans leurs droits, qui sont les mêmes droits que vous avez. Sinon, on n'en sort pas. Que la tâche soit immense, je vous le concède, mais je n'en vois pas d'autre. Merci beaucoup. On va essayer de répondre assez brièvement aux questions qui restent, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, comment pensez-vous que le Liban puisse récupérer les milliards de dollars qui appartiennent au peuple libanais dans les diverses banques du monde? Argent séquestré au pays par la corruption dont vous parlez. Écoutez, honnêtement, là, je décline toute compétence sur ce plan-là. Mais je sais que la solution n'est pas seulement de se dire que, n'est pas certainement de dire que cet argent est perdu, mais d'échelonner les remboursements, c'est-à-dire de partir de cette idée que notre système bancaire a besoin d'une restructuration, qu'avec une injection dans une économie réelle et productive, on ait des approches, on ait des apports d'argent frais et d'investissement qui seraient faits par des bailleurs de fonds, parce que la question qui se posait, qui a été posée avant, de savoir quel est le donateur, pas le donateur, mais l'investisseur privé qui va venir mettre son argent aujourd'hui au Liban, ben, la réponse est non. Mais il y a des institutions qui sont faites pour ça. C'est progressivement, en faisant dynamiser cette économie, en la faisant repartir, pardon, et en essayant de s'assurer un échelonnement de la dette libanaise, parce que cette dette libanaise, il faut aider le Liban à rembourser, l'État du Liban, à rembourser la Banque centrale, qui a pris cet argent des banques, qui a pris les dépôts des Libanais et qui les a donnés à la Banque centrale. Mais c'est l'État qui est endetté fondamentalement. C'est au niveau de l'État que les choses doivent se faire. Il y a des plans qui avaient été faits à l'époque et qui ont été refusés par le gouvernement
qui étaient voulus par Hassan Diab dans les premiers temps et qui ont été refusés par les parlementaires et tous ceux qui, encore une fois, n'ont pas envie qu'on mette le nez dans les comptes ou dans les faux comptes ou dans les détournements d'argent. Non, mais c'est une question d'expertise qui ne pourra revenir que si on repart sur des bases de confiance de l'État libanais. Je ne le vois pas se faire avant des élections qui donneraient un petit espoir de reprise, de remise sur pied de l'État libanais. Je ne sais pas comment ça peut se poser. Il y a certainement des petites solutions, mais la grande reprise n'est pas pour demain. Je crois que le monsieur aussi voulait parler de l'argent volé par les responsables libanais. L'argent volé, alors l'argent volé, il y a des moyens d'investigation, mais il faut que ce soit l'État qui le demande. Vous avez, que ce soit au FMI, à la Banque mondiale ou même dans l'Union européenne, toute une série d'instances qui peuvent vous aider le juge libanais à poser des questions, par exemple, à envoyer un questionnaire au paradis financier, au paradis financier qui existe un peu partout dans le monde. Mais il faut engager une justice qui soit une justice transparente et qui ait envie d'aller de l'avant. On ne peut pas repartir sur tout ça s'il n'y a pas d'État. Alors parfois c'est désespérant parce que c'est la poule avant l'œuf ou vice-versa. On commence par quoi? On commence par l'État, mais qui veut l'État? Mais l'argent ne reviendra pas s'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas une force d'impulsion. Ce n'est pas parce que, en tant que particulier, j'ai intenté un procès que je pourrais avoir un avis favorable du tribunal de New York, que je pourrais faire exécuter le jugement de New York au Liban. Sauf si, véritablement, mais alors là, c'est arrivé. Le pouvoir américain dit, vous n'avez pas respecté l'exécution de ma décision de justice. Donc, s'il y a un avion de la milice qui atterrit à New York, on peut le mettre de côté en disant, voilà, à titre conservatoire, je gèle en quelque sorte cet avion, je le mets de côté pour faire rembourser une décision, un particulier qui a gagné une décision de justice. Mais les cas sont tellement immenses et nombreux que je ne pense pas que on puisse le résoudre comme ça. Il faut véritablement se mettre à table et négocier avec le FMI. C'est la sagesse élémentaire. Je dis une banalité, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Merci beaucoup. Une question de Sami Saïkali. Construire un État au Liban est déjà une mission ardue. Pensez-vous, M. Maïla, que l'on pourra un jour construire une nation au Liban? Le seul passage, si mes souvenirs sont bons, dans la Constitution, ça doit être l'article 50, qui est la prestation de serment du président de la République devant Dieu Tout-Puissant, et de maintenir dans son existence la nation libanaise. Je ne sais pas, est-ce que les Suisses disent qu'ils ont une nation? Est-ce que les Belges sont une nation? Donc, est-ce qu'une collection de communautés forme une nation? Est-ce que chaque communauté n'est pas une nation? C'est des questions que l'on peut poser. Et donc, nous disons, en termes de droit constitutionnel, de sciences politiques, nous avons opté pour le fédéralisme personnel, c'est-à-dire le Liban est une nation, est un État de fédération de communautaires plutôt que de fédération territoriale. Donc, nous sommes dans une logique où plusieurs composantes se mettent ensemble pour vivre en paix et espérer un jour dépasser, c'est l'article 95, leurs différents politiques et leurs sensibilités religieuses pour faire une nation. Bon, ça, c'est le chemin sur lequel il faut s'orienter. Mais moi, je ne suis pas pressé pour y arriver. Je préfère avoir la paix civile, la coexistence communautaire, avec une orientation vers le respect des droits. Et un jour, je verrai ce qu'on peut faire de ce beau pays qui a devant lui un avenir qui est tout tracé. Si on veut véritablement faire preuve de volonté, fédérer les volontés libanaises. Ça doit être la tâche des politiques de demain. Mais bon, ça peut-être qu'il faudra attendre une nouvelle génération. Non, c'est la génération qui est aujourd'hui sur le terrain, c'est celle-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Olivier Tavernier,
Vous parlez d'être des médiateurs plutôt que des intermédiaires, mais des Oui. médiateurs entre qui et qui? Ah, alors précisément, le Liban de la médiation, c'est pour moi un Liban civilisationnel, culturel, qui aurait à répondre à des questions qui ne sont pas des questions seulement libanaises. C'est ce que je disais, comment on fait aujourd'hui pour concilier l'universalisme et la différence. Le respect des droits humains, comme on dit aujourd'hui, ou des droits de l'homme, avec la préservation peut-être de certains droits culturels. Euh, les questions qui se posent au Liban sont des questions qui se posent un peu partout dans le monde. Et donc, moi, je voudrais que ce soit une terre de rencontre, d'apprentissage, de dépassement des conflits, de médiation interculturelle et interreligieuse au Liban, mais extérieure au Liban. On peut rêver d'un pays qui soit un laboratoire et pas seulement qui soit un comptoir, où on vient régler, faire du grand négoce, hein. Je pense qu'on peut rebâtir le Liban sur cette base qui n'est pas unique, qui ne sont pas uniquement mercantiles. Et je veux dire qu'elle n'a jamais été. Mais finalement, la fonction mercantile a fini par l'emporter. Quand vous voyez un peu les écrits des personnalités qui ont contribué à la naissance du Liban moderne, Youssef Saouda, l'incontournable Michel Chiha, la volonté du pacte national, Bchar al-Khouri et Sami, pas Sami Solh, Riyad Solh. pardon, Riyad. Riyad Solh, oui. Quand vous voyez, c'était ça un peu cette idée qui a été tuée par des communautés qui sont aujourd'hui euh, sous l'autorité de chefs miliciens. C'est l'esprit de la milice qui a tué l'esprit de consociativité, de concordance, hein. On n'a plus on n'a plus de pays de concordance communautaire. On a des pays d'ajustement communautaire faits entre des chefs dont le premier souci est l'argent. On a besoin d'une révolution, vraiment une révolution des valeurs. La classe politique aujourd'hui est obnubilée par ses intérêts. Et pour ne pas que ses intérêts soient touchés, elle enfonce le pays. Mais elle n'a pas d'horizon axiologique, elle n'a pas d'horizon de sursaut national. Il faut écrire un roman national. Il faut que ce pays retrouve une vocation et s'invente des chemins de civilisation. Je pense que nous pouvons être un exemple pour d'autres pays, mais une fois véritablement ayant recouvré notre territorialité, notre indépendance, on peut le devenir. Merci beaucoup. Une question de Madame Isabelle Domet-Scaf. Pensez-vous que la loi électorale actuelle est valide Oui, et pourrait engendrer un changement politique? alors moi je dis oui rapidement, je pense que non, mais je pense qu'on n'a pas le temps, si on veut faire des élections en février prochain, de changer la loi électorale. Mais il y a une dynamique sociétale qui peut être plus forte que l'enfermement électoral dans lequel cette loi qui a été faite pour qu'un certain nombre de partis puissent se partager le pouvoir et qu'un seul puisse émerger avec cette idée du choix optionnel qui nous a menés vers un retour vers le confessionnalisme. Non, cette loi électorale n'est pas valable en soi. Mais ce qui m'importe, c'est plus une dynamique sociétale qui est capable de transcender les clivages communautaires, en attendant bien sûr de la changer. Mais il est utopique de vouloir, nous sommes au mois de mai, il est utopique de vouloir se mettre aujourd'hui, alors que le Parlement va se mettre en vacances bientôt, de reprendre au mois de septembre pour prévoir une loi consensuelle quand on sait le temps qu'a pris l'autre loi pour arriver véritablement au mois de février ou de mars avec une loi sur laquelle il y aura un accord. Je pense que la classe politique au pouvoir compte sur cette loi pour essayer de garder, préserver son maximum de chances. Je pense qu'il y a une forte probabilité que les élections n'aient pas lieu parce que ça pourra reconduire le Parlement dans sa configuration actuelle. Et je pense qu'on n'a pas de temps, si vous voulez, à perdre à demander une nouvelle loi. C'est trop tard. Il fallait le demander et l'obtenir. Ça, c'est une autre paire de manches en octobre 2019 ou en janvier 2020.
Donc, il faut faire avec, hein, il faut faire avec et puis se mettre autour d'une table. Je crois que la loi électorale telle qu'elle a été conçue et faite au Liban sera passée de mode lorsqu'on aura véritablement des forces politiques structurées, transcommunautaires. À ce moment-là, on ne recourra pas à tous les subvertiges du style comment faire pour que dans telle circonscription, on maintienne tel pouvoir à telle personne. Et aujourd'hui, la loi est totalement dévoyée. Vous avez dans certaines circonscriptions, beaucoup de gens qui n'appartiennent pas au Hezbollah sont élus sur des listes Hezbollah, que ce soit des sunnites ou des chrétiens. Donc je me demande à quoi sert cette répartition communautaire quand des partis marqués communautairement peuvent faire élire des individus qui sont marqués autrement sur le plan culturel. Ça a toujours été le cas, je pense par exemple à la grande circonscription du Chouf, entre Kamal Joumlat et Camille Chamoun à un moment donné, mais on était dans un équilibre, on était dans une dominante politique. Il y avait du Helf, il y avait du Naj, il y avait des Destouriens, il y avait du Bloc national, et là on pouvait se retrouver. Mais là, il n'y a plus rien. Et chacun verrouille sa communauté et qui se représente en territoire, qui est défendu par une milice. Je dis milice, je vais très vite en besogne, mais par des forces politiques véritablement barricadées et impénétrables, hein, des forteresses communautaires. Merci beaucoup. Une question de M. Farid Alatanji. Depuis 1516, le Liban est passé par plusieurs mandats formels ou de facto, turcs, français, anglais, américains, égyptiens, palestiniens, syriens, iraniens. Ne faut-il pas en prendre acte et viser plutôt à rechercher une puissance mandataire bienveillante, fût-elle provisoire, pour remettre le pays sur des rails, en réinventant son business model et sa cohabitation? Ouais. Oui, mon cher Farid, comment répondre à cette question qui est compliquée? Oui, 1516, c'est le Liban qui passe sous la domination turco-ottomane à cette époque-là. Donc, je ne crois pas qu'on surmonte un mandat en allant vers un autre mandat et on surmonte une indépendance qui a échoué en demandant à se mettre sous une tutelle internationale. Parce que quel est le temps du mandat, hein? Quand est-ce qu'on pourra considérer que ce mandat a réussi, qu'il est suffisant et que le Liban peut voler de ses propres ailes? Non, moi je verrais plutôt une approche dans ce qu'a proposé le patriarche Raï, et ce n'est pas en sa qualité de patriarche qui lui permet bien sûr de s'avancer aussi loin, mais plutôt une idée qui est commune pour tous ceux qui ont étudié l'histoire du Liban, hein. Le Liban est ce qu'on appelle un État tampon, un État petit, faible moyen militaire, qui est pris entre deux États surpuissants autour de lui, deux ou plusieurs d'ailleurs, puisqu'on l'a vu avec l'Iran aujourd'hui, qui a un pied dans la Méditerranée et un pied dans le Golfe. Bon, ça veut dire qu'il y a des États qui ne sont pas immédiatement voisins qui sont intéressés par le Liban. Qu'est-ce qu'il y a comme politique dans ce cas-là? Il y a trois politiques possibles. Ou bien vous allez vers un État, vers l'État le plus fort, et vous vous alignez et vous dites à ce moment-là, on fait une politique syrienne, par exemple, ou une politique palestinienne, parce qu'on n'a pas le choix. Ou à ce moment-là, vous allez vers l'autre État et qui combat, et ça a été la période de l'occupation israélienne, où on a demandé aux Israéliens on a demandé certaines parties politiques du Liban ont demandé aux Israéliens de rentrer pour sortir les Palestiniens. Mais les Israéliens sont entendus avec les Syriens pour se partager le pouvoir et à un moment donné, les Syriens ont réussi à faire partir par le biais du Hezbollah les, euh, euh, les Israéliens en entendant que le peuple libanais fasse partir les Syriens. Donc il y a trois politiques pour ça. C'est la politique du balancier. Ou on va vers l'un, ou on va vers l'autre. Les deux vers lesquels on va ne s'affrontent pas directement. Donc, ils s'affrontent sur un territoire tiers. Donc, la troisième solution, c'est qu'il y ait une puissance extérieure qui vienne et qui dise, on arrête de jouer, ce pays, vous ne touchez pas. Ça a été le cas de l'Uruguay, entre le Brésil et l'Argentine pendant un certain temps. Ça a été le cas de la Belgique,
entre 1870 et 1914. Ça a été le cas du Liban au moment où Américains et nationalistes arabes sous Nasser se sont renvoyés dos à dos. Les Américains sont venus, on dit en 58, on ne touche pas au Liban. Et finalement, Fouad Chahab a fait un accord avec le président de la République arabe et d'Égypte, qui était Nasser, sur la frontière avec la Syrie. Ou alors on s'aligne, hein, on n'a pas le choix. Et c'est là où la neutralisation le drame absolu de diplomatie extérieure vécu par le Liban, ça a été le mandat du président Amin Gemayel, hein, qui, d'une part, avait les troupes israéliennes sur le territoire libanais. Il fait un accord avec eux qui ne marche pas, parce qu'il était léonin et il représentait une mainmise sur le Liban. Donc, il dit non, non à Israël. Et immédiatement, qui va venir pour remplacer le vacuum? C'est l'accord tripartite de 1986 proposé par la Syrie, et qui voulait nous aligner sur la Syrie. Et le président Gemayel dit non à la Syrie, non à Israël, non à la Syrie, hein. Le mandat se neutralise en lui-même. Le Liban ne cède rien de sa souveraineté, mais entre dans une crise politique immense qui finit par la conflagration de 1988-1990 et ça reprend, les Irakiens venant proposer à Michel Aoun de l'aider pour chasser les Syriens, lequel Michel Aoun va décréter à ce moment-là la guerre de libération totale contre la Syrie. Mais c'est une situation objective, hein, qui est connue comme la situation de l'État tampon. Elle nous a réussi entre 1958 et 1964. Nous l'avons vécu dans la douleur, mais sans abdication de souveraineté, si j'ose dire, entre 1982 et 1988, mais par tout le temps, tout le reste du temps, on s'est aligné. On s'est aligné avec l'accord du Caire, on s'est aligné avec le retour des Syriens en 1987, puis avec la guerre de 1990 dans laquelle l'armée syrienne arrive jusqu'à Babda et jusqu'à la disparition de l'occupation israélienne vers laquelle on remonte aujourd'hui, et ensuite le départ des troupes syriennes. C'est un dilemme de politique objective extérieure, sauf si véritablement les Libanais s'entendent pour dire non à toute ingérence. Ce qui était un peu le pacte de 1943, hein, qui était non à l'Occident, non aux Arabes. C'était les termes de l'époque, hein. Aujourd'hui, on ne produirait pas les choses, mais ça voulait dire un Liban qui ne soit pas un terrain d'affrontement entre des puissances occidentales et des puissances environnement. Donc, il faut absolument qu'il y ait une puissance qui vienne et qui mette les gens à distance. Les Suisses ont réussi à le faire, hein. Les Autrichiens, en 1955, ont pu faire reconnaître une neutralité d'État. Certains pays scandinaves ont joué un peu ce jeu-là. Mais c'est le destin des petits pays. S'il n'y a pas une unité interne pour refuser l'ingérence, à ce moment-là, c'est la voie ouverte à l'influence, sauf si, par extraordinaire, il y avait une entente sur un plan international pour que le Liban ne soit pas un terrain d'affrontement militaire. Ce n'est pas de la neutralité politique, c'est de la neutralisation militaire. Attention, hein. La neutralité politique, c'est une autre paire de manches, hein. On ne peut pas aller, pays arabe comme le Liban ne peut pas être neutre dans le conflit israélo-arabe, ce n'est pas possible. Mais d'un autre côté, demander au Liban de libérer la Palestine, c'est une autre aberration, hein. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une politique de justesse de valeur, de tempérance, d'ouverture, de discernement. On a perdu la rationalité du discernement. On est dans les réactions émotives. Si on dit un mot, c'est immédiatement une flambée d'honneur mal placé et c'est reparti pour affronter l'autre. Voilà. Vous avez parlé d'espérance et de résistance. Quid de la résilience des quid de la résilience, d'accord. populations qui semble s'être vérifiée au cours des décennies? Oui, la résilience, oui.
Mais moi, je veux bien, hein. Moi, j'aime pas beaucoup le mot de résilience. La résilience, c'est celui qui est arrivé à vivre avec son conflit, mais en le dépassant. Nous voulons véritablement résister. Je veux dire, c'est pas une question d'équilibre psychologique, c'est mettre fin à des contraintes, hein. Contraintes, sur la souveraineté, contraintes sur l'économie, être conduit par une classe politique, totalement incompétente, et et en plus, kleptomane. Donc c'est ça qui nous importe. Alors la résilience pendant toutes ces années, oui, oui, et le peuple libanais est, dans le sens que vous voulez utiliser, je l'entends comme ça, est résilient. C'est-à-dire, il souffre en silence, il accepte et il surmonte, il continue à vivre et il s'enracine. Mais je veux dire, les résiliences sont assez hasardeuses parce qu'on ne sait pas à quel moment la blessure que vous avez pensé surmonter ne peut pas revenir en force décuplée. Oui, le Liban est là. Je l'ai dit, moi, c'est fascinant de penser que ce pays, depuis qu'il est en guerre, c'est-à-dire pratiquement depuis 1969, hein, vous voyez que je remonte un peu plus dans le temps, ne se soit pas partitionné, éclaté, etc. Il a été conquis, il n'a jamais été dominé. Les Libanais ont résisté, oui. Ils sont partis, oui, ils sont partis, ce qu'on appelle le vote par les pieds, hein. Quand je ne peux pas changer les choses, c'est moi qui vais aller voir ailleurs. Donc, on peut être optimiste sur le temps. Le Liban est en train d'affirmer son existence, de résister. Il n'a pas été phagocyté, il n'a été avalé par personne, il n'a pas été libanisé, comme on le disait, c'est-à-dire fragmenté. Ça, c'est formidable. Mais est-ce qu'on a résolu nos questions entre nous? Non. Que ce soit des questions d'identité, que ce soit, j'ai dit un jour dans le commentaire sur l'accord de Taïf, que l'amnistie, puisque vous savez que tous les participants, les dirigeants qui ont participé à la guerre ont été amnistiés, que l'amnistie est une amnésie légale. Qui oublie? L'État. Mais vous pensez que les gens oublient? C'est impossible. C'est impossible. Ce que nous racontaient nos grands-pères, de ce qu'on leur avait raconté quand eux-mêmes ne l'avaient pas vécu, mais ce n'était pas ma génération, des événements de 1860. Ça se transmet. Et au Liban, on n'ose jamais affronter ces questions. On ne s'assied jamais autour d'une table pour dire comment on va affronter ça, comment on va reconnaître nos fautes, comment on va les dépasser. On dit non. Afallah amma mada, hein, c'est la formule consacrée. Il faut oublier le passé, il faut passer l'éponge et il faut repartir. Nous sommes tous des frères, ni vainqueurs ni vaincus. Je veux bien, ça vous permet de vivre, mais ça ne vous permet pas d'oublier. Donc, il faut suffisamment oublier pour continuer à vivre et suffisamment se souvenir pour ne pas retomber dans le malheur et dans la guerre. Mais qui le fait, ça? Qui le fait? Ceux qui sont en place, ceux qui aujourd'hui nous dirigent, sont ceux qui ont fait la guerre. Peu ou prou, hein. On schématise, et quand on schématise, on a toujours tort parce qu'il y a des exceptions. J'en suis conscient. Mais comment voulez-vous que l'habitus, le comportement, l'attitude puisse changer simplement parce qu'on a troqué un habit de milicien pour un habit de politique? Et le cerveau dans tout ça? Il a changé? L'habit ne fait pas le moine, hein, et l'habit ne fait pas le milicien. Le milicien peut porter des costumes et des cravates. Ça, c'est vraiment un travail à faire en profondeur avec des partis politiques qui, un jour, quand ils tiendront le pays, pourront faire une grande conférence de réconciliation nationale où on posera ces questions avec les psychologues qu'il faut, avec les politologues qu'il faut, avec les hommes et les femmes de bonne volonté, avec des communautés religieuses. Moi, je vois en Afrique, toutes les grandes conférences nationales de réconciliation sont toujours présidées par des évêques. On fait appel à des imams parce que la parole se porte mieux quand elle est portée dans des pays de clivage communautaire par des gens qui peuvent apporter des mots de compassion. Ça ne nous fait pas oublier que souvent,
je pense à la guerre de Yougoslavie, ces mêmes religieux ont pu bénir les sabres et les canons. Hein. Bon, mais il faut mettre en contribution toute cette société. Voilà. Mais il faut être apaisé, il faut vouloir sortir de sa peur. Sortir de sa peur, ça c'est la chose la plus importante. Si aujourd'hui on a tellement de gens qui sont crispés sur leur communautarisme, et on peut le comprendre et on doit le comprendre. Ce qui est arrivé en Irak, notamment pour les nommer, aux chrétiens, aux minorités musulmanes, pardon, Yazidi, les, oui, bien sûr, euh, les fameux adorateurs du diable qui ne sont pas plus adorateurs du diable que vous et moi. Hein. Bon, tout ça montre que le danger est réel. Vous ne pouvez pas dire aux gens non, non, mais oubliez, non. Non, il faut qu'on trouve des moyens de surmonter cela et que la parole du fanatique ne soit pas le dernier mot en matière de religion. Mais ça, il faut véritablement un éclairage. Et malheureusement, les périodes de guerre ne sont pas les périodes qui peuvent le mieux éclairer. Hein. Les lumières sont dans l'ombre, pour utiliser une métaphore facile. J'aurais bien aimé terminer avec cette conclusion très philosophique, mais il y a une toute petite question qui risque de remettre les compteurs à zéro. Donc, il n'est pas philosophique, alors. Pas du tout. Que pensez-vous du projet de fédéralisme de Madame Samia Megerdish? Oui, mais alors, le projet de fédération dans un petit État comme celui du Liban, je ne pense pas qu'il puisse aboutir à grand-chose. En revanche, une décentralisation extrêmement poussée où les affaires internes seraient du ressort de ceux qui vivent la vie des régions me semble important. Mais supposer une fédération, qu'est-ce que la fédération va résoudre en matière d'identité communautaire? Qu'est-ce qu'elle va résoudre en matière de politique étrangère? Qu'est-ce qu'elle va résoudre en termes de politique économique? Moi, je veux bien, mais dites-moi comment on peut faire une politique économique nationale et pas une politique économique régionale. C'est trop petit. Si nous étions, et même ce serait impossible aux États-Unis, qu'il y ait la politique économique du Texas qui soit différente. Non, et les questions qui nous divisent se reproduiront dans le cas d'une fédération. En revanche, nous, avec une fédération, ou ce que j'appelle plutôt une décentralisation extrêmement poussée, on échappe à la politisation au niveau national de problèmes locaux. Hein. Et vous avez des tas de problèmes administratifs, de questions administratives, de découpage, de distribution de l'argent, je ne sais plus trop quoi, qui montent à la vie politique et qui font qu'on peut se disputer en Conseil des ministres, alors que sur un plan d'une assemblée régionale, on peut les résoudre. Ça, il faut absolument qu'on aille à toute vitesse vers ça. Toute vitesse. Et c'est un principe qui va mettre l'élu en confrontation directe avec l'administré, qui lui dira « Qu'est-ce que tu as fait de mes impôts ?» Hein? J'habite, je ne sais pas moi, à Gézine, qu'est-ce que tu as fait pour la route XYZ? Des questions qu'on ne peut pas poser au niveau d'un Parlement, mais qu'on peut poser au niveau d'une Assemblée régionale. Alors, je ne suis pas contre la fédération, mais simplement, je vous rappelle que dans l'accord de Taïf, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, on dit qu'on ne peut plus parler de fédération au Liban parce que c'est associé, vous vous souvenez de l'époque de la guerre, la fédération était, disaient les détracteurs de cette idée, une forme déguisée de partition. Et c'est une aberration que de vouloir empêcher un professeur de droit de poser la question de la fédération, parce qu'on l'enseigne à nos étudiants. Mais voilà, c'était un peu pas de fédération parce que de la confédération, et on s'est rabattu dans l'accord de Taïf et ce qui est devenu le préambule de la Constitution amendée de 1989, ce qui est devenu la décentralisation plus le développement harmonieux des régions. Ça, il faut y aller. Il faut y aller très vite. C'est un moyen de dépolitiser un ensemble de problèmes. Mais moi, je veux bien aller poser la question de la fédération à condition de savoir qu'est-ce qu'elle peut m'éviter comme question
sur lesquelles les Libanais sont aujourd'hui en dispute. Si elle sert à neutraliser des questions, moi je veux bien. Mais je pense que les questions qui font l'objet de tous les conflits libanais, de tous les mandats et de toutes les interventions et de toutes les ingérences que signalait M. Aratanji tout à l'heure, je ne vois pas comment la forme fédérale pourra les écarter. Je ne vois pas, hein, mais c'est un immense Tout débat. à fait. Merci beaucoup, 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 cher ami. Merci, cher professeur. C'était un plaisir de t'avoir ce soir parmi nous. Merci à notre cher public qui était vraiment ce soir-là nombreux et nombreuses. Et on va rester avec le Liban dans notre prochain webinaire qui Oh, aura lieu le 8 juin, mardi 8 juin. On va parler du rôle des réfugiés dans la construction de la ville de Beyrouth. C'est une jeune chercheuse, Roub Kaed Bey, je prononce mal, désolé, qui va nous parler de ce thème. Je crois qu'elle va s'intéresser aux années 40, 50, ah peut-être. oui, d'accord. Donc, c'est de l'histoire du Liban. Voilà, histoire urbaniste de Beyrouth. Merci beaucoup encore et Merci à toi. j'espère qu'on reproduira cet exercice avec des nouvelles plus optimistes, avec des ouvertures. Tu as donné beaucoup d'ouvertures ce soir, mais peut-être ça va se concrétiser dans le futur proche. Il faut l'espérer, mais à condition de résister. Il n'y a pas d'espérance dans le vague, hein. Tout à fait. Voilà. Et merci à nos auditeurs et excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est grâce à la mansuétude, à la générosité, à la patience de Salam que j'ai pu parler un peu plus que d'habitude. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe du CAREP qui m'a aidé à collecter vos questions, à Isabelle, à Racha, à Julie-Jeanne et aux autres. Merci et à très bientôt.